Une caméra de sécurité a filmé deux hommes encapuchonnés courant calmement près de la villa du coiffeur célèbre Fabio Simontilli. Leur présence semblait d'abord anodine. Environ 35 minutes plus tard, une Porsche noire fut aperçue fonçant sur la route principale. Et à ce moment précis, les deux hommes disparurent du champ de vision, éveillant immédiatement des soupçons sur leurs agissements. Peu après, le corps sans vie de Fabio fut découvert près de la piscine, sa mort résultant de multiples et brutales blessures par arme blanche, laissant peu de doute sur la nature violente de l'agression. Lors d'un point presse, la sœur de Fabio releva un détail étrange et facilement négligeable, qui s'avérera plus tard un indice pivot, aidant finalement les enquêteurs à reconstituer l'identité des responsables et approfondissant le mystère entourant le crime. Par ailleurs, un autre enregistrement CCTV d'un supermarché voisin mit en lumière les actions calculées des apparents commanditaires du meurtre. Les images suggéraient un plan prémédité plutôt qu'un acte impulsif, amenant enquêteurs et public à se demander comment deux parfaits inconnus avaient pu accéder à la propriété de Fabio et commettre un meurtre d'une telle violence avec une facilité alarmante. Cela mena à d'autres spéculations. Le crime avait-il vraiment été perpétré par seulement deux individus? Ou y avait-il un troisième complice invisible dans l'ombre, orchestrant les événements en silence? Isabella Samilli, 16 ans, retourna à la villa familiale de Woodland Hills, s'attendant à une journée ordinaire, pour se retrouver plongée dans un cauchemar. Près de la piscine extérieure, elle découvrit le corps sans vie de son père, Fabio Samilli, sauvagement assassiné et portant de nombreuses blessures par couteau. La violence extrême de la scène la laissa terrifiée et en état de choc. Pourtant, elle agit rapidement, appelant le 911 puis contactant d'urgence sa mère, Monica, pour lui annoncer la nouvelle. En quelques minutes, Monica se précipita à la maison pour trouver la police déjà en train de fouiller les lieux à la recherche d'indices. Submergée par la perte soudaine et brutale de son mari, Monica s'effondra dans les bras de sa meilleure amie, consumée par le chagrin. Au tout premier stade de l'enquête, les détectives crurent que le meurtre pouvait résulter d'un cambriolage ayant mal tourné. Leur théorie suggérait que les intrus ne s'attendaient pas à ce que Fabio soit à la maison et l'avait tué lorsqu'il les avait confrontés. Cette explication sembla plausible au début, d'autant que le coffre-fort de Fabio et sa Porsche noire de valeur avaient disparu. Des détails qui semblaient étayer l'idée d'un vol devenu mortel. Cependant, une inspection plus détaillée de la scène de crime révéla une incohérence troublante qui remettait en cause la théorie du vol. Malgré l'apparente disparition d'objets de valeur, la montre Rolex de Fabio, d'une valeur d'environ 88 000 $, était toujours attachée à son poignet. Ce détail frappant jeta immédiatement un doute sur l'idée que le vol était le mobile principal, un objet d'une telle valeur ayant presque certainement dû être emporté. Alors que les enquêteurs poursuivaient leur travail, ils examinèrent attentivement les images de surveillance de la villa et des maisons avoisinantes, découvrant des preuves cruciales retraçant les déplacements plus tôt ce même jour. Vers 13h30 le 23 janvier, une caméra de sécurité d'un voisin enregistra Monica quittant la maison dans un pick-up Ford F noir, coïncidant directement avec sa déclaration d'être allée faire des courses à Target. Ces images confirmèrent effectivement l'alibi de Monica et détournèrent le focus de l'enquête loin d'elle. En creusant plus profondément, des images de surveillance supplémentaires capturées plus tard dans l'après-midi commencèrent à reconstituer les événements précédant le meurtre. Vers 16h18 approximativement, les caméras enregistrèrent une activité qui deviendrait bientôt centrale dans l'affaire. Deux hommes encapuchonnés furent vus courant de manière décontractée près de la villa de Fabio Samilli autour de l'heure estimée du meurtre, une scène en apparence ordinaire qui éveilla immédiatement des alertes chez les enquêteurs. Leurs visages et corps étaient complètement dissimulés, rendant toute identification impossible. Seulement 14 minutes plus tard, à 16h32, Fabio fut attaqué alors qu'il était assis dans son fauteuil favori près de la piscine à l'arrière, où les deux hommes auraient lancé leur assaut mortel, mettant une fin soudaine et violente à sa vie. Les images du système de sécurité de la propre maison de Fabio confirmèrent plus tard les pires craintes des enquêteurs. Les agresseurs étaient bien les mêmes hommes encapuchonnés vus plus tôt près de la propriété. La vidéo glaçante montra un suspect maintenir Fabio au sol, empêchant toute possibilité de fuite, tandis que le second agresseur commettait l'acte brutal, le poignardant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il succombe finalement à ses blessures. Environ 35 minutes plus tard, à 16h53, des caméras de sécurité capturèrent la Porsche noire de Fabio quittant la zone à toute vitesse. Les détectives conclurent que l'un des tueurs avait pris la voiture pour fuir les lieux, une manœuvre qui deviendrait plus tard un élément clé pour identifier et retrouver les responsables. Alors que la recherche de réponses s'intensifiait, la police commença à examiner de plus près les relations personnelles et professionnelles de Fabio, espérant découvrir un mobile possible.
Fabio Simontilli était non seulement très connu mais aussi hautement respecté dans l'industrie de la beauté, ayant coiffé des stars hollywoodiennes majeures comme Jennifer Lopez et Jackie Chastain dans son rôle d'éducateur mondial pour Wella. Il voyageait énormément et formait des dizaines de milliers de coiffeurs aspirants à travers le monde, bâtissant une réputation internationale. Après un succès remarquable, Fabio s'installa en Californie du Sud en 2007 avec sa seconde épouse, Monica Tilly, où ils construisirent une vie commune et élevèrent leurs 2 filles adolescentes. Fabio avait aussi un fils adulte d'un précédent mariage, bien qu'ils ne vivent pas avec Fabio et Monica dans la maison de Woodland Hills. La sœur de Fabio, Mela Tilly, parla de lui avec amour, décrivant son frère comme un père profondément dévoué et un professionnel hautement respecté dans l'industrie de la coiffure. Ceux qui le connaissaient bien se souvenaient constamment de sa personnalité magnétique, sa gentillesse authentique et son sens aiguisé de l'humour, des qualités qui le rendaient instantanément sympathique. Les visiteurs de la maison des Tilly remarquaient souvent l'atmosphère chaleureuse et accueillante, notant que la famille organisait régulièrement des rassemblements le week-end où parents et amis se retrouvaient dans un cadre détendu et joyeux. Voisins et collègues confirmèrent que Fabio n'avait aucun ennemi connu et était largement admiré pour sa nature ouverte et amicale. Elise Bluebell, une amie proche de Monica qui visitait fréquemment la maison des Tilly, parla très positivement de la relation du couple, qui paraissait aimante et presque parfaite de l'extérieur. Monica exprimait souvent sa fierté pour leurs 20 ans de mariage, et Elise la décrivit comme une femme élégante et stylée avec un sens de la mode impeccable. Quand Elise apprit la nouvelle dévastatrice du meurtre de Fabio, elle se précipita à la maison sans hésiter, déterminée à réconforter Monica face au choc et au chagrin d'une perte inimaginable. Avec ses déplacements vérifiés par les images de surveillance de Target, Monica fut officiellement écartée en tant que suspecte dans l'enquête. La police examina aussi l'implication de Luigi Simontilli, le fils de Fabio issu de son premier mariage, mais lui aussi avait un alibi solide et indépendamment confirmé. En apprenant le meurtre de son père, Luigi exprima un profond choc et une grande tristesse, expliquant que même s'il ne vivait pas avec Fabio et Monica, lui et son père étaient restés très proches tout au long de sa vie adulte. Luigi souligna que Fabio continuait à lui offrir soin, conseil et soutien malgré avoir bâti une nouvelle famille. Alors que les membres de la famille, amis et collègues faisaient le deuil du coiffeur célèbre, les enquêteurs restaient concentrés sur l'identification des tueurs. Lors d'une veillée de prière organisée en l'honneur de Fabio, un moment destiné au recueillement et à l'unité, sa sœur Mela remarqua quelque chose de dérangeant. Monica fut vue en conversation avec un homme que personne dans la famille ne connaissait. Quelqu'un qui n'avait jamais assisté à leur rassemblement auparavant. Une observation qui soulèverait bientôt des questions troublantes et réorienterait l'enquête. La présence de cet homme inconnu éveilla immédiatement les soupçons de Mela concernant sa glamoureuse belle-sœur. Une autre amie proche de Monica ressentit la même inquiétude, remarquant plus tard que l'expression faciale de l'homme paraissait froide et même menaçante. Se fiant à leur instinct, l'amie prit discrètement plusieurs photographies de l'étranger pendant la veillée et les remit plus tard à la police. Quand les détectives examinèrent les images, ils identifièrent rapidement l'homme comme étant Robert Baker, un coach de raquettes bien connu dans la région de Los Angeles, une révélation qui souleva encore plus de questions sur sa connexion avec la famille. En examinant les photos plus en détail, un petit détail significatif ressortit. Baker avait un bandage enroulé autour de son doigt gauche. Cela attira immédiatement l'attention des détectives, surtout après que la Porsche volée de Fabio fut retrouvée à environ 8 km de la scène du crime. À l'intérieur du véhicule, la police découvrit des taches de sang, les amenant à suspecter que l'un des agresseurs s'était peut-être blessé pendant la lutte violente. Le bandage visible sur le doigt de Baker le plaça soudainement au cœur de l'enquête. Des tests ADN ultérieurs confirmèrent les soupçons des enquêteurs, révélant que le sang trouvé dans la Porsche correspondait exactement à celui de Robert Baker, l'établissant fermement comme un suspect principal dans le meurtre de Fabio. Les découvertes choquantes ne s'arrêtèrent pas à la correspondance ADN. Les enquêteurs apprirent que le profil génétique de Robert Baker était déjà dans la base de données des forces de l'ordre en raison d'un crime violent dans son passé. En 1993, Baker avait été reconnu coupable du meurtre de sa belle-fille, un crime pour lequel il avait purgé une peine de prison. Il avait ensuite épousé la mère de la victime, mais le mariage fut bref et se termina par un divorce rapide. Ce passé troublant dressa le portrait d'un homme capable d'une violence extrême, alarmant davantage les détectives travaillant sur l'affaire. Le passé tourmenté de Baker continua à se dévoiler alors que la police creusait plus profondément. Après son divorce, il entra dans l'industrie du film pour adultes, apparaissant dans près de 80 films explicites à la fin des années 1990.
Plus tard, il se réinventa à nouveau, devenant coach de raquettes et gagnant en notoriété en entraînant plusieurs femmes dans la région de Los Angeles. Fort de ses antécédents, les enquêteurs commencèrent à suspecter que Robert avait peut-être été impliqué sentimentalement avec Monica. Plutôt que de l'arrêter immédiatement, la police choisit de construire discrètement son dossier. Leur enquête révéla que Robert et Monica s'étaient rencontrés au Los Angeles Fitness, où ils travaillaient comme coach de raquettes. Monica aurait été attirée par son charme, son humour et son sourire éclatant, et les deux avaient finalement commencé une liaison secrète. Bien que Monica ait été profondément choyée et gâtée par son mari, sa relation secrète avec Robert Baker avait duré 18 mois, cachée à Fabio et à tous les autres. Au moment du meurtre de Fabio, une fois que les enquêteurs eurent identifié Robert comme l'un des deux agresseurs, ils commencèrent à considérer sérieusement si Monica avait joué un rôle dans l'orchestration du crime. Les autorités suspectèrent que sans connaissance interne ou assistance, Robert et son complice n'auraient pas pu exécuter le meurtre avec une telle précision et efficacité. Un examen attentif des images CCTV des maisons voisines révéla que Monica avait été vue inspectant les alentours dans les jours précédant le meurtre, une action que les enquêteurs interprétèrent comme une préparation pour s'assurer que le plan puisse se dérouler sans interruption. D'autres preuves vinrent des relevés téléphoniques qui montrèrent que Monica et Robert avaient échangé des centaines d'appels et de messages dans les 5 jours précédant la mort de Fabio en février 2017. Ces communications suggérèrent un niveau de coordination qui attira l'attention des enquêteurs. Agissant sur cette accumulation de preuves, un détective du Los Angeles Police Department rendit visite à Monica à son domicile pour l'interroger sur son implication possible. Interrogée sur Robert, Monica donna des réponses vagues, évasives et parut dédaigneuse, offrant peu d'informations substantielles. Au cours des mois suivants, les enquêteurs maintinrent Monica et Robert sous étroite surveillance. Et ce qu'ils découvrirent fut profondément troublant. Malgré le récent et violent meurtre de son mari, Monica continua sa liaison avec Robert comme si de rien n'était. Le couple voyagea même ensemble vers des destinations comme Las Vegas et Myrtle Beach. Un comportement qui ne fit qu'intensifier les soupçons sur le détachement émotionnel de Monica et son implication potentielle dans le crime. Pour renforcer leur dossier, les détectives revinrent aux images de surveillance du jour du meurtre, les scrutant image par image. Un clip particulièrement inquiétant provenant d'un parking montra un homme masqué entrant dans le pick-up de Monica peu avant qu'elle n'entre dans le magasin Target. Les procureurs croient que cet individu était Robert Baker, suggérant un contact direct entre les deux juste quelques heures avant que Fabio ne soit tué. Encore plus troublant, à 16h32, le moment exact où Fabio fut attaqué et assassiné, Monica fut vue quittant Target les yeux rivés sur son téléphone. Les enquêteurs suspectèrent qu'elle aurait pu accéder à distance aux caméras de sécurité de sa maison, potentiellement en train de regarder le meurtre se dérouler en temps réel, une possibilité qui ajouta une dimension glaçante à l'affaire et l'impliqua davantage dans le complot. Les relevés téléphoniques de ce jour-là étayèrent davantage la théorie des enquêteurs. L'iPhone de Monica s'était connecté à l'adresse IP de la villa, consommant une quantité significative de données, cohérente avec du streaming vidéo, suggérant qu'elle aurait pu surveiller sa maison en temps réel. Les autorités croient que Monica surveillait l'activité à l'intérieur de la maison pour s'assurer que Robert et son complice puissent commettre le meurtre de Fabio sans interruption. Les enquêteurs théorisèrent aussi que sa visite à Target avait été une manœuvre calculée pour créer un alibi, donnant l'apparence qu'elle était absente du domicile pendant le crime. Encore plus perturbant, il sembla que Monica avait délibérément calculé son retour pour que sa fille de 16 ans, Isabella, soit celle qui découvre la scène macabre, ajoutant une couche de cruauté troublante à l'acte. Après avoir amassé des preuves substantielles liant à la fois Monica et Robert au meurtre, la police se prépara à procéder aux arrestations. Le 14 juin 2017, 5 mois après la mort de Fabio, les autorités interceptèrent Monica et Robert alors qu'ils étaient arrêtés à un feu rouge dans sa Mustang. Les officiers placèrent immédiatement les deux suspects en menottes et les firent asseoir à l'arrière d'une voiture de patrouille équipée d'un système d'enregistrement audio, s'assurant que chaque mot prononcé serait documenté pour l'enquête. Monica et Robert furent ensuite emmenés à la station Van Nuys du Los Angeles Police Department, où ils furent placés dans des cellules de détention séparées pour subir un interrogatoire intensif. Pendant les interrogatoires, les enquêteurs informèrent Monica que le sang de Robert avait été découvert sur la scène de crime, une preuve critique le liant directement au meurtre. En réponse, Monica offrit une explication, affirmant que Robert s'était coupé le doigt en jouant aux raquettes. Selon sa version, le sang avait coulé sur le court, la poussant à bander la blessure avec une serviette qu'elle avait ensuite rapportée à la maison. Les enquêteurs, cependant, trouvèrent son explication peu convaincante,
et cela n'atténua guère les soupçons quant à son implication. Malgré leurs arrestations, Monica et Robert nièrent avec constance toute faute. La nouvelle que Monica aurait pu conspirer avec son amant pour assassiner son mari envoya des ondes de choc à travers Los Angeles. La sœur de Fabio, Mela, fut submergée par l'émotion et s'évanouit en apprenant que les auteurs n'étaient pas des étrangers, mais sa propre belle-sœur et son amant. De même, le fils de Fabio issu de son premier mariage, Luigi, eut du mal à accepter la vérité inimaginable que sa belle-mère avait pu conspirer avec son amant pour orchestrer le meurtre de son père. Alors qu'une grande partie de la famille élargie accepta les conclusions de l'enquête policière, les deux filles adolescentes de Monica et Fabio continuèrent à défendre leur mère, insistant sur son innocence malgré l'accumulation de preuves. En août 2017, les procureurs présentèrent leur dossier à un grand jury, détaillant méticuleusement les actions de Monica le jour du meurtre de Fabio, y compris son déplacement apparemment calculé à Target, qu'ils arguèrent être destiné à créer un alibi crédible. L'accusation introduisit aussi des preuves révélant une préméditation s'étendant sur des mois avant le meurtre. 6 mois avant la mort de Fabio, Monica avait organisé l'installation par une société de sécurité d'un système de surveillance amélioré à leur domicile, une modification qui permettait un accès à distance aux caméras via son téléphone mobile. Les procureurs alléguèrent que le jour même où le système fut terminé, Monica avait fourni à Robert Baker ses identifiants de connexion et des instructions détaillées sur son fonctionnement, lui donnant effectivement la capacité de surveiller la maison et de suivre les déplacements de Fabio. Une preuve critique suggérant son implication directe dans la planification du crime. Les enquêteurs découvrirent aussi un aspect glaçant du comportement de Monica après la mort de Fabio. Elle avait contacté à plusieurs reprises un détective pour demander pourquoi le versement de l'assurance vie de son mari était retardé. Les autorités suspectèrent que Monica et Robert avaient orchestré le meurtre dans l'intention de toucher la police d'assurance vie de 16 millions de dollars de Fabio, un mobile qui ajouta une dimension financière troublante à l'affaire. Suite à l'audience du grand jury, Monica et Robert Baker furent formellement inculpés pour 2 chefs d'accusation, meurtre et conspiration en vue de commettre un meurtre, marquant une étape significative dans la poursuite de la justice. Le 31 août 2017, Monica Simontilli et Robert Baker plaidèrent non coupables pour le meurtre de Fabio Simontilli. Le 3 janvier 2018, l'équipe de défense de Monica déposa une motion cherchant à rejeter l'inculpation contre elle, affirmant que le dossier de l'accusation était basé sur des spéculations plutôt que sur des preuves concrètes. Ils arguèrent qu'il n'y avait pas de preuves vérifiables de communication entre Monica et Robert indiquant un plan coordonné pour tuer Fabio, présentant les allégations comme circonstancielles et contestant la solidité du récit de l'accusation. L'équipe de défense attaqua aussi la crédibilité des images CCTV, arguant que la qualité granuleuse rendait impossible d'identifier définitivement Robert Baker entrant dans le pick-up de Monica. Concernant les images montrant Monica apparemment fixée sur son téléphone à Target, ils soutinrent qu'elle avait simplement diffusé une émission de télévision à distance, jetant un doute sur l'affirmation de l'accusation qu'elle surveillait sa maison pendant le meurtre. L'affaire subit des retards significatifs dus à la pandémie de Covid-19, prolongeant les procédures judiciaires et intensifiant l'anticipation publique. Un tournant majeur survint le 7 juillet 2023 quand Robert Baker changea de manière inattendue son plaidoyer de non coupable à nolo contender, pas de contestation. Ce plaidoyer fonctionna comme un aveu de culpabilité effectif et incluait sa reconnaissance des circonstances spéciales que le meurtre de Fabio avait été commis à la fois pour gains financiers et pour permettre sa relation avec Monica. En conséquence, Baker fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré sa condamnation, il maintint que Monica n'avait aucune connaissance ni implication dans le complot meurtrier. Avec les déclarations de Baker l'exonérant effectivement, Monica devait faire face à un procès séparé pour déterminer son propre niveau de responsabilité. La famille continua à pleurer la perte dévastatrice de Fabio. Pourtant, les filles de Monica, Jessica et Isabella, restèrent inébranlables dans leur soutien à leur mère. Leur loyauté créa une tension palpable au sein de la famille, certains parents accusant les filles de faire preuve d'une foi aveugle en une mère qu'ils croyaient manipulatrice et potentiellement complice du meurtre de Fabio. Pendant ce temps, les forces de l'ordre maintinrent une surveillance étroite sur la dynamique entre Monica et Robert, même après son incarcération. En utilisant un officier infiltré se faisant passer pour un détenu, les autorités découvrirent que le couple communiquait secrètement malgré les restrictions de la prison. Monica avait écrit à Robert une lettre de 4 pages exprimant son profond désir pour lui, le qualifiant d'âme sœur et déclarant « Il est tout pour moi ». Des enregistrements audio du jour de son arrestation mirent aussi en lumière l'intensité de son attachement émotionnel à Robert.
Les détectives surveillèrent de près les interactions entre les deux alors qu'ils étaient détenus dans des cellules adjacentes pendant les procédures judiciaires. Au cours de ces audiences, Monica et Robert se parlèrent directement à 6 occasions distinctes. Et toutes ces conversations furent méticuleusement enregistrées, fournissant aux enquêteurs un aperçu supplémentaire de la profondeur et de la persistance de leur relation. Les enquêteurs allèrent plus loin, interceptant des lettres et surveillant des appels téléphoniques entre Monica et Robert, découvrant des preuves claires que leur implication romantique se poursuivait sans relâche malgré l'enquête en cours. Des copies de ces lettres furent discrètement réalisées et retournées pour éviter d'alerter le couple, assurant que la surveillance restait secrète. Les procureurs arguèrent que ces preuves étaient cruciales, renforçant l'allégation que Monica et Robert avaient conspiré pour commettre le meurtre de Fabio. Ils révélèrent que le couple avait même établi un pacte secret utilisant un langage codé pour exprimer leur affection l'un pour l'autre tout en échappant délibérément à la surveillance des forces de l'ordre. Des documents présentés par l'accusation montrèrent que Monica et Robert employaient constamment ce code secret dans leur communication. Un cas particulièrement frappant apparut à la fin d'une des lettres de Monica où elle signait avec les initiales cryptiques R ou D, révélé plus tard être une abréviation pour « ride or die », chevaucher ou mourir, expression dévouement absolu. Les détectives découvrirent une preuve supplémentaire de l'état d'esprit partagé du couple sur le téléphone de Robert, un dessin représentant un couple masqué s'embrassant tout en tenant des armes, explicitement intitulé « ride or die ». La police interpréta cela comme une représentation symbolique du secret et de la loyauté inébranlable du couple l'un envers l'autre, illustrant leur engagement à ne jamais trahir leur plan face aux forces de l'ordre. Malgré ces révélations, l'équipe de défense de Monica arguait que les preuves de la nature romantique et sexuelle de sa relation avec Robert ne prouvaient pas définitivement qu'elle avait orchestré le meurtre de son mari. Les procureurs et enquêteurs, cependant, soutinrent que les preuves pointant vers l'implication de Monica étaient substantielles, allant des enregistrements de surveillance et relevés téléphoniques aux lettres et communications codées. En octobre 2023, les autorités franchirent une étape majeure en appréhendant le complice présumé de Robert, Christopher Austin, âgé de 38 ans. Après des mois de collecte méticuleuse de preuves, les procès pour Christopher Austin et Monica sont maintenant prévus pour fin décembre 2024, promettant de résoudre enfin l'une des affaires de meurtre les plus choquantes et tordues de Los Angeles. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez alertes, restez vigilants.